Bonsoir, vous vous apprêtez à découvrir 3 histoires absolument terrifiantes de personnes qui ont extrêmement mal tourné. Je vous préviens, plus on avancera dans le documentaire, plus les affaires seront sombres et choquantes. Bon visionnage. Comment cet homme s'est endetté de plus de 400 millions de dollars sans que personne le remarque? C'était au départ le plus grand artiste de tous les temps. Vous le connaissez sous le nom de Michael Jackson ou le roi de la pop. Mais il est en réalité pas celui que vous croyez. Une incroyable propriété de plus de 500 hectares, des millions de dollars d'œuvres antiques et d'animaux sauvages, il dépensait quotidiennement des sommes folles en voyageant aux 4 coins du monde, tout en cumulant des dettes à plusieurs centaines de millions de dollars. Certains médias estiment qu'il dépensait jusqu'à 50 millions de dollars par an uniquement pour maintenir son train de vie. Pourtant, personne ne voyait le trou noir dans lequel il est en train de s'enfoncer. Sous ses airs de roi de la pop et de star internationale, Michael Jackson était en fait endetté jusqu'aux os et gérait très mal sa fortune. Alors comment est-ce possible? Et surtout pourquoi personne ne l'a vu? Entre crédits sans limite et procès sordides à plusieurs dizaines de millions d'euros, plongeons dans la face cachée du plus grand artiste de tous les temps. Bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne Noah Grand Format, dédiée uniquement à des énormes documentaires dans ce style. D'ailleurs, comme nous allons parler de sujets de plus en plus sombres et mystérieux, il y a de fortes chances que tu ne tombes pas sur les prochaines vidéos de cette chaîne, tout simplement parce que les sujets seront beaucoup trop sombres. Alors pour être sûr de voir les prochaines vidéos, abonne-toi et active la cloche, sinon tu les verras pas. Laissez-moi vous raconter là où tout a commencé. Le 29 août 1958, le petit Michael Jackson voit le jour à Gary, une petite ville dans l'Indiana près de Chicago. Avant de devenir l'artiste le plus titré de tous les temps et l'icône qu'on connaît aujourd'hui, il va connaître un début de vie complètement bordélique. Au départ, rien ne le prédestine à devenir l'artiste qu'il sera plus tard. Les parents et leurs 9 enfants vivent dans une minuscule maison pourvue seulement de 2 chambres. Le père de la famille, Joseph Jackson, est dur et autoritaire. Il maltraitait physiquement et mentalement les enfants, allant même jusqu'à se moquer du physique de Michael Jackson. Si on sait que l'artiste sera connu pour ses problèmes de santé au cours de sa vie d'adulte, il reste une zone d'ombre. La réalité, c'est que Michael souffrait de difficultés émotionnelles, problèmes qui le suivront toute sa vie à cause des traumatismes qu'il a eus lorsqu'il était tout jeune. Dans un entretien accordé à Oprah Winfrey en 1993, l'artiste déclare avoir connu une grande période de solitude. Je ne pouvais pas faire ce que les autres enfants faisaient, avoir des amis et faire des soirées. Je n'avais pas d'amis quand j'étais petit. Mes frères étaient mes amis. Dans ce contexte, une seule chose va permettre au jeune Michael de s'en sortir. Son père est grutier dans une entreprise et gagne une misère, pendant que sa mère alterne entre femme au foyer et vendeuse dans une chaîne de grands magasins. Mais pour arrondir les fins de mois, il mise sur la musique. Et c'est ainsi que Michael va tomber dedans. Dans un premier temps, le père, Joseph, joue de la guitare et fait chanter ses enfants. Mais vous le savez, c'est un père autoritaire et il finit par interdire l'utilisation de la guitare à ses enfants. Pourtant, Tito, un des frères Jackson, joue parfois dans le dos du père lorsqu'il est absent. Jusqu'au jour où une corde de la guitare casse. Quand le père le remarque, il menace ses enfants de les battre s'ils ne montrent pas qu'ils savent jouer. Tito s'exécute et les frères font leur meilleur show devant le père sceptique. Et là, c'est le déclic. Le père réalise que ses fils ont un vrai talent caché et décide d'offrir sa propre guitare à Tito pour l'encourager à continuer. Michael a seulement 6 ans lorsque les frères créent leur groupe The Jackson 5. Grâce à sa voix parfaite pour son âge et sa capacité à reproduire facilement les pas de danse de James Brown, Michael devient le chanteur principal du groupe. À 6 ans. Ouais, le mec a 6 ans et devient déjà un des chanteurs principaux d'un petit groupe de musique. Sans le savoir, il vient de signer le début de sa carrière et il n'est pas au bout de ses surprises. En 1968, le jeune Michael, âgé d'à peine 10 ans, commence à se produire dans sa petite ville avec ses frères. À la grande surprise de leurs parents, il remporte tous les concours auxquels il participe et commence à se faire connaître dans leur coin. Le week-end, le père obtient des auditions dans de grandes villes américaines, New York, Chicago, Philadelphie. Et la semaine, les enfants suivent leurs cours à l'école. La même année, un label de musique repère les Jackson 5 et les convoque pour une audition. La famille fait alors le pari de s'installer à Détroit pour que les enfants continuent sur leur lancée. C'est le premier vrai succès du groupe. En août 1969, le groupe est officiellement présenté à la presse par Diana Ross, une chanteuse super connue à l'époque qui va les propulser. Le gérant du label fait croire que c'est Diana elle-même qui a découvert le groupe afin de maximiser leur popularité. En réalité, c'est pas le cas. Le 14 décembre 1969, Michael n'a même pas 12 ans quand lui et ses frères réalisent un succès phénoménal aux États-Unis avec I Want You Back. Et là, c'est le début d'un enchaînement assez fou. Michael, alors âgé d'à peine 20 ans, mise à fond sur sa carrière solo et éclipse le groupe pour interpréter ses propres compositions. Malheureusement, la même année, l'artiste chute sur scène et se casse le nez. Il subit donc sa première rhinoplastie qui marquera son nez à vie. Ouais, c'est le début des opérations un peu douteuses de Michael Jackson. La naissance de l'idole. Le 10 août 1979, Michael Jackson sort son premier album chez Epic, Off the Wall. L'album est un succès total avec plus de 200 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Michael commence à devenir une véritable machine à cash. Grâce aux parts qu'il possède dans les catalogues musicaux avec ses titres, il commence à gagner plusieurs millions de dollars à l'année. Vous avez bien entendu.
Chaque année, il gagne des millions de dollars. Lors d'un tournage pour une publicité Pepsi, ses cheveux prennent feu à cause d'une étincelle provoquée par des équipements pyrotechniques. Le diagnostic est lourd. Il reste en vie, mais est brûlé au 2e et au 3e degré du cuir chevelu. Les images de son entrée aux urgences vont faire le tour du monde. On le voit sur un brancard, le crâne recouvert d'un large bandage et sa main gantée saluant la foule. Le bilan est tellement lourd qu'il doit subir des interventions chirurgicales et même des greffes de cuir chevelu. Pour éviter de trop souffrir, il doit prendre des médicaments antidouleurs plusieurs fois par jour. C'est alors qu'il tombe rapidement accro. Cette addiction aux médicaments fera ensuite partie intégrale de sa vie et agitera toujours ses fans ainsi que la presse. En parallèle, son succès se renforce avec la sortie de son album Thriller en 1982, qui est vendu à plus d'1 million d'exemplaires le premier mois et 10 millions la première année. Et ça, c'était avant même d'être reconnu par le Guinness des records comme l'album le plus vendu de tous les temps. Michael remporte plus de 16 récompenses aux American Music Awards et aux Grammy Awards au cours de la même année, juste avant d'obtenir son étoile sur l'Hollywood Boulevard en 1984. Et là commence la chute. Il commence à voyager aux quatre coins du monde, que ce soit pour ses tournées ou son plaisir personnel, et il ne compte jamais ses dépenses. Il va dans les meilleurs restaurants, achète des vêtements de luxe sans même se soucier du prix, et finance un train de vie à sa famille et à ses proches digne des plus grandes stars du monde. Michael ne le sait pas encore, mais c'est en partie à cause de ça qu'il va très mal finir, et voir son empire financier s'effondrer. Au début d'année 1989, il va partir en tournée mondiale. Michael va passer par tous les pays et dans toutes les villes les plus renommées du monde. Ses concerts attirent des millions de personnes et battent tous les records précédents pour une tournée unique. Sa tournée s'achève sur une note incroyable, en étant considérée comme la plus rémunératrice de tous les temps grâce à un score phénoménal de 125 millions de dollars générés, rien que pour une seule tournée. À ce moment-là, tout se passe à merveille pour l'artiste. Si en apparence, la carrière de Michael Jackson était à son paroxysme, qu'il n'avait aucune galère d'argent et qu'il vivait sa meilleure vie, la réalité était bien plus sombre. L'envers du décor. On est au milieu des années 80 lorsque Michael va faire un bilan de santé banal chez son médecin. Il avait déjà remarqué un problème avec sa peau depuis le début de sa vingtaine, mais il n'en avait parlé à personne. Le vitiligo. Cette maladie apparaît lorsque le système immunitaire du sujet ne fonctionne pas correctement. Elle provoque une dépigmentation de la peau qui amène des grosses taches blanches sur la peau des personnes noires. Avec 5 zones du corps touchées par la maladie, Michael se retrouve au fond du trou. Plutôt que d'assumer la situation et l'affirmer face au public, il va choisir une stratégie toute différente. Utiliser un maximum de crème à base d'hydroquinone pour blanchir sa peau. Nous sommes alors en mai 1988. Michael Jackson concrétise son projet de vie en achetant 11 km de terrain près de Santa Ynez en Californie, dans un coin reculé et tranquille à 100 km de Los Angeles. Il va utiliser ce terrain pour construire un de ses projets les plus fous et extravagants, le fameux Ranch de Neverland. N'ayant jamais eu une enfance gaie et agréable, Michael va tout faire pour construire l'endroit dont il aurait rêvé enfant. Il veut pouvoir se détendre, s'amuser à sa guise, tout en restant dans sa propriété pour ne pas trop se faire remarquer en public. C'est ainsi qu'il fait construire une grande roue, un carrousel, et le tout dans un mini-parc d'attractions avec des autos tamponneuses et des montagnes russes, une salle de cinéma, un terrain de tennis avec des aires de jeu et même un zoo, abritant des animaux sauvages venus des 4 coins du monde. Malheureusement, tout ça va vite poser problème. La construction de tout le domaine, déjà, coûte cher, entre 20 et 25 millions de dollars. Très attentif à ce qui se fait dans le domaine de la musique, le chanteur s'intéresserait en parallèle au monde du cinéma, de la sculpture, de la peinture. Les médias se font malin plaisir à parler du ranch délirant de Michael. C'est là que ça commence à partir en cacahuète. L'artiste embauche donc un personnel de sécurité de 40 personnes, environ à temps plein, afin de patrouiller et de sécuriser les lieux en permanence. À tous ces frais déjà énormes, s'ajoutent évidemment les frais d'entretien du ranch, du parc d'attractions, du train et de l'énorme parc à Limaillé. On compte aussi plus de 60 membres du personnel dans le domaine qu'il faut payer et nourrir. La facture annuelle pour l'entretien de la propriété et du parc dépasse largement le million de dollars. Mais Michael s'en fout complètement. Il veut vivre comme un roi, peu importe ce qui se passera ensuite. Pour le moment, l'artiste continue à vivre sa meilleure vie et signe justement un nouveau contrat avec Sony en mars 1991. Le contrat est à hauteur de 65 millions de dollars. Le contrat prend effet sur 15 ans et il engage Michael à produire 6 albums pour Epic, tout en apparaissant dans des films et des courts-métrages en parallèle. L'album qui ouvre ce contrat est Dangerous, sorti en novembre 1991 et deviendra numéro 1 des classements seulement 3 jours après sa publication. Après ce succès, Michael repart pour une tournée mondiale, classiquement appelée le Dangerous Tour, au cours de laquelle il annonce la création de son organisation caritative au nom d'une chanson de l'album, Heal the World. Tous les revenus perçus avec cette chanson iront directement nourrir les caisses de son organisation, afin d'aider les plus démunis à se soigner et à vivre dignement. Premier point de bascule pour Michael Jackson, ses dons. C'est en voulant aider les autres à tout prix, grâce à son immense fortune, qu'il a commencé à s'endetter. Dès que l'artiste en a l'occasion, il fait un don à une association ou un projet caritatif, dès qu'il signe un gros contrat. Et c'est là qu'arrive le deuxième point de bascule de la carrière de Michael Jackson. Et pour comprendre cette première chute monumentale qu'il va subir, revenons un an plus tôt, en mai 1992. Ce jour-là, l'artiste prévoit d'aller enregistrer quelques sons en studio en plein cœur de Los Angeles. Malheureusement, lorsqu'il est en route vers le studio, sa voiture tombe en panne dans un quartier de la ville. Michael et son garde du corps se rendent donc à pied chez le garagiste. C'est là qu'ils vont rencontrer David Schwartz, un grand fan des chansons et de la carrière de Michael. Celui-ci est sous le choc et il n'en croit pas ses yeux. Il appelle donc sa femme, qui vient accompagner de ses 2 enfants. L'un des 2 enfants
enfant, âgé de 12 ans, est Jordan Chandler. Personne ne le sait encore, mais ce Jordan va constituer le cœur de l'affaire. Le petit jeune va dire à Michael qu'il est fan de ce dernier. Michael et Jordan vont devenir amis et ils vont rester en contact téléphonique durant les mois qui suivent la rencontre. En février 1993, il commence donc à inviter le jeune Jordan et sa famille pour qu'ils passent leur week-end au ranch Neverland. Jordan, sa demi-sœur et sa mère accompagnent Michael dans de nombreux déplacements à travers le monde. Évidemment, tout est aux frais du chanteur. Et c'est là que le dentiste Evan Chandler, qui est le père biologique de Jordan, lui reproche notamment à l'artiste de passer trop de temps avec lui, au détriment de la relation qu'il entretient avec son enfant. Il fait venir Jordan dans son cabinet dentaire et lui administre un puissant sédatif. Puissant sédatif qui est parfois utilisé comme sérum de vérité par le FBI et la police américaine. Et là, c'est le choc. Il affirme que, sous l'effet du sédatif, son fils aurait révélé les abus sexuels qu'il aurait subis de la part de Michael Jackson. Evan demande donc des millions de dollars au chanteur en le menaçant de le traîner en justice s'il ne paye pas. Michael aurait pratiqué des trucs avec Jordan, ce qui surprend les fans de l'artiste autant que ses proches. De son côté, l'artiste nie catégoriquement tout comportement déplacé avec Jordan, pourtant les accusations vont le détruire. Il est contraint d'annuler plusieurs spectacles à la fin de sa tournée pour partir en cure de désintox. Sa sœur Latoya déclare alors à la télé ceci. Je dois vous dire que c'est très difficile pour moi, que Michael est mon frère. Je l'aime beaucoup, mais je ne peux pas être et je ne serai plus une collaboratrice silencieuse de ces crimes contre les jeunes enfants innocents. Et si je garde le silence, ça signifie que j'entretiens sa culpabilité et l'humiliation que ces enfants ressentent. Et je pense que c'est mal. L'affaire se termine le 25 janvier 1993 avec un paiement de 22 millions de dollars de la part de Michael pour que le clan Chandler retire sa plainte. Malheureusement, ces galères ne font que commencer à ce moment-là. La fin de sa carrière. Même si son image a souffert de l'affaire Chandler et que son état de santé s'est dégradé, l'artiste s'en sort bien. Pourtant, sa santé financière est au plus bas. Michael a une dette de plus de 140 millions de dollars. Pour couronner le tout, il effectue une nouvelle rhinoplastie contre les conseils de son chirurgien qui le met en garde sur les dangers d'une nouvelle opération. C'est ainsi qu'il va se retrouver à emprunter une somme énorme au cours de l'année 2001. Il fait un emprunt de 200 millions de dollars. Son album Invincible lui a coûté plus de 50 millions de dollars et est considéré comme un échec. Les gains générés étant bien en dessous de ses albums précédents. Mais ça ne s'arrête pas là, non, loin de là. En 2003, Sony sort une compilation de CD et DVD de toutes les chansons de Michael et ont été numéro 1 des classements qui se vend à 6 millions d'exemplaires à travers le monde durant la promotion. Et au moment où personne ne s'y attend, c'est la douche froide. Le documentaire Living with Michael Jackson va créer un nouveau scandale bien pire que l'affaire Chandler. Et c'est une scène bien précise du film qui va faire parler. On le voit à Las Vegas en train de dépenser plusieurs millions de dollars dans un magasin. Problème, il tient la main d'un jeune enfant rescapé du cancer, Gavin Arvizo. Et à cette occasion, il confie, face caméra, qu'il n'y a rien de choquant à ce qu'un adulte dorme avec un enfant. Une nouvelle polémique qui sera bien pire que celle que Michael a connue avec Jordan Chandler. Après des semaines d'enquête, Michael est inculpé pour agression sexuelle et il déclare aux forces de l'ordre être à nouveau victime d'une tentative d'extorsion de fonds de la part de la famille de Gavin. Cependant, les faits sont là et ils vont accabler l'artiste. Le jeune garçon accuse le chanteur d'avoir abusé de lui alors qu'il avait seulement 13 ans. Et son frère précise que le chanteur leur aurait servi du vin et leur aurait montré des sites internet X avant de leur demander d'avoir des rapports avec lui. Plus gênant encore, la mère de Gavin prétend avoir été séquestrée avec ses enfants dans le ranch pour qu'elle garde le silence. Pourtant, face à tout ça, Michael clame son innocence et nie tous les faits sans hésiter. Le procès s'ouvre à Santa Maria 2 ans après les premières investigations. Michael perd du poids et doit être emmené d'urgence à l'hôpital plusieurs fois. Sa santé est au plus bas. Il est en sévère dépression. Le 13 juin 2005, le monde entier est sous le choc lorsque Michael Jackson est acquitté par le jury populaire. Le manque de preuves, la contradiction entre les témoignages et la nature manipulatrice de la mère du garçon permet à Michael Jackson de sortir de ce procès sans poursuite. Mais il est plus fragile que jamais. Par la suite, rien ne va se passer comme prévu. Le ranch Neverland est menacé de saisie et de vente aux enchères pour éponger les dettes de l'artiste. À cause d'un défaut de paiement de plus de 24 millions de dollars, l'artiste risque de voir la maison dans laquelle il se vante vraiment bien depuis des années lui être reprise. Et à ça, s'ajoute un autre problème. Il ne verse plus les salaires du personnel du ranch. Le 5 mars 2009, 3 mois avant sa mort, il annonce qu'il donnera ses derniers concerts dans une tournée appelée This Is It, censée être l'événement de l'année. Le concept est ambitieux. Michael doit effectuer une tournée de 3 ans et travailler sur un nouvel album pour faire un retour mouvementé. L'artiste décide de jouer le tout pour le tout afin de combler ses fans une dernière fois. Il pose 100 millions de dollars sur la table, somme qu'il n'a même pas. Mais il est déjà trop tard. Il est tout juste midi, le 25 juin 2009, lorsque Michael s'évanouit dans un petit quartier de Los Angeles. Transporté en urgence à l'hôpital, il est officiellement déclaré mort à 14h26, après plus d'1 heure de tentative de réanimation. Sa mort est annoncée au grand public à 14h44 par le site web TMZ. Le roi de la pop est mort, laissant plus de 270 millions de dollars de dettes derrière lui. Gêné par sa gestion désastreuse de ses finances, il a préféré entretenir l'illusion et s'enfermer dans le mensonge plutôt que d'assumer la réalité. En parlant de mensonges et d'illusions, j'ai récemment découvert l'histoire d'une entrepreneuse de la Silicon Valley qui a créé une société à plusieurs milliards de dollars en arnaquant les plus grands investisseurs du monde. Bref,
Voici la deuxième affaire de cette vidéo. Bon courage, je vous préviens d'avance. Il est un peu plus de 10 heures, le 18 novembre 2022, lorsqu'Elizabeth Holmes, une riche milliardaire de la Silicon Valley, est condamnée à 11 ans de prison. Elle, qui était la plus jeune milliardaire de la Silicon Valley à ne pas avoir hérité de sa fortune, a construit son empire sur du vent, entièrement sur du vent. La fondatrice de la start-up Theranos, qui promettait de révolutionner le monde des tests sanguins, aura finalement été arrêtée pour fraude. Après avoir menti aux investisseurs de sa société, vendu du rêve à des millions de personnes et détourné plus de 700 millions de dollars, elle finira sous les verrous devant les yeux médusés des plus grands entrepreneurs. Pourtant, cette start-up avait tout pour réussir. Laissez-moi vous raconter l'une des histoires d'un des échecs les plus passionnants jamais vécus sur Internet. Lancée dans le domaine des technologies de la santé dans le début des années 2000, elle faisait une promesse simple: diminuer le prix des tests sanguins en faisant des tests complets à partir de quelques gouttes de sang sans même avoir besoin de piquer les patients. Créée par une jeune de 19 ans qui incarne à la perfection le rêve américain, la start-up était déjà valorisée à plus de 9 milliards de dollars en 2015, jusqu'à ce que la situation lui échappe totalement. La fondatrice de Theranos, qui voulait révolutionner les tests sanguins, condamnée à 11 ans de prison pour fraude. Theranos, la trahison qui hante toujours la biotech. Mais alors comment on en est arrivé là? Comment est-ce qu'une entreprise qui a retourné la Silicon Valley et fait rêver les plus grands investisseurs a-t-elle pu faire autant de chemin, alors qu'en réalité, elle n'était qu'une fraude très bien organisée? Bref, comment cette femme, du nom de Elizabeth Holmes, a tout perdu à cause de sa fraude? Elizabeth a grandi dans l'agglomération de Washington aux États-Unis. Même si elle n'était pas destinée à une brillante carrière en apparence, elle rêvait de changer le monde depuis toute petite. Tout ce que je veux vraiment, c'est découvrir quelque chose de nouveau. Écrit-elle dans une lettre envoyée à son père alors qu'elle est âgée seulement de 9 ans. 8 ans plus tard, elle obtient son bac avec mention. Et c'est là que son histoire va commencer. Nous sommes en 2002. La jeune Elizabeth entre à l'université de Stanford en Californie pour commencer à étudier la chimie. Sa première année dans l'une des universités les plus prestigieuses du monde se déroule bien. C'est une élève studieuse et sans histoire, mais elle cache un truc. En fait, Elizabeth ne vient pas de n'importe où. Si ses parents, Noel Ann et Christian Holmes, sont tous les deux de gens normaux de la classe aisée, son père a travaillé pour le gouvernement en tant que vice-président d'une grosse entreprise chinoise, et sa mère a travaillé pour le Congrès américain. Il y avait en fait un membre de sa famille qui sortait du lot. Charles Louis Fleischmann, l'arrière-arrière-grand-père d'Elizabeth, a fondé l'un des plus grands céréaliers des États-Unis, l'entreprise Fleischmann Yeast. Ouais, rien que ça, c'est une entreprise énorme. Bon, j'imagine que vous la connaissez pas en France, mais le mec pèse vraiment de ouf. La petite Elizabeth a donc l'esprit entrepreneurial dans le sang. Et sans le savoir, elle s'apprête elle aussi à construire un mastodonte. Un mastodonte énorme qui s'écroulera des années plus tard, pour une erreur complètement stupide. Elle ne le sait pas encore, mais sa vie va bientôt changer du tout au tout. En plein dans ses études, la jeune universitaire a du mal à rester concentrée. Elle se sent bien dans son cours de chimie, mais elle voit bien plus loin que les autres étudiants qu'elle côtoie. En effet, c'est au cours de sa deuxième année d'études, en 2003, qu'elle va déposer un brevet pour un appareil de suivi et de dosage de médicaments directement intégré dans le téléphone portable. C'est là que le plus gros échec de la Silicon Valley va commencer. Comment est-ce qu'elle a bâti son empire? Elizabeth plaque tout et fonde sa start-up Theranos, devant la surprise des professeurs et de ses camarades. Au départ, l'entreprise ne propose pas encore le service sur lequel Elizabeth va faire toute sa fortune. La jeune entrepreneuse dépose un brevet pour la création d'un bracelet censé faire des tests sanguins et délivrer des doses de médicaments adaptées en temps réel aux utilisateurs de l'outil. L'idée est novatrice à l'époque où le secteur médical commence à être surchargé et où les technologies ne sont pas encore exploitées à leur plein potentiel. Malheureusement, si l'idée est belle sur le papier, Elizabeth est vite confrontée à un problème de taille. Déjà, elle n'a pas beaucoup de fonds à investir dans son affaire. Elle n'a pas d'aide de ses parents ni du gouvernement. Et le seul cash qu'elle a à disposition pour lancer son business correspond au fonds qu'elle avait pour faire sa scolarité, donc c'est quelques milliers d'euros à peine. Et pourtant, enfin, elle se rend compte que son idée de bracelet médical ne tient pas du tout la route. En essayant de le concevoir, elle se rend rapidement compte que l'idée relève totalement de la science-fiction. C'est alors que le produit, qui va lui permettre de générer plus d'une dizaine de milliards de dollars, émerge dans son esprit. Après avoir analysé de près le marché des laboratoires, elle constate que les labos traditionnels ont un fonctionnement trop lourd et trop cher. Je vous rappelle qu'on est aux États-Unis et que les coûts du système de santé sont affreusement élevés. Pour vous donner une idée, un simple passage aux urgences de quelques heures pour une petite prise de sang et un rendez-vous avec un médecin peut dépasser les 5 000 €. Un rendez-vous aux urgences, c'est bon pour vous? À cette époque, les assurances des Américains coûtent excessivement cher, de l'ordre de plusieurs centaines à plusieurs milliers de dollars chaque mois. La situation est tellement catastrophique aux États-Unis que plus de 60% des STF qui y vivent ont perdu leur logement à cause des factures de santé qu'ils ne pouvaient pas payer. En regardant ça de plus près, Elizabeth, elle se dit qu'il y a un coup à jouer. Elle se dit qu'il y a un truc à faire. Et sur le fond, c'était pas une mauvaise idée. En plus de ça, il s'avère que la jeune entrepreneuse a une peur panique des vaccinations et des seringues. Elle s'entoure alors d'une équipe sans attendre, équipe dans laquelle elle embauche
emploie des directeurs ayant bossé chez Apple pour qu'ils l'aident à créer ce qu'elle appelle désormais l'iPod de la médecine. Ouais, non, la meuf elle va pas juste embaucher ses meilleurs potes, non. Elle va aller chercher des directeurs qui ont bossé chez Apple. Elle va vraiment passer un petit coup de fil en bonjour, je crée une petite start-up, je suis personne. Est-ce que vous voulez bosser dans ma boîte? J'ai un petit financement là. Les activités de l'entreprise vont alors se dédier uniquement à la conception d'une méthode d'analyse sanguine automatisée, bien plus rapide et accessible que les analyses effectuées par les laboratoires traditionnels. Mais ce n'est pas tout. Cette méthode promet la réalisation de plus de 1000 analyses en quelques heures maximum à partir d'une seule goutte de sang prélevée sur le doigt des patients. La solution de l'entrepreneuse est donc ultra innovante, révolutionnaire, même dans le secteur médical américain déchiré par des procédures longues et chères qui empêchent la plupart des gens de bien soigner. Avec son projet, Elisabeth espère bien démocratiser l'accès à la médecine et sauver des milliers et des milliers de vies. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Le 9 janvier 2007, le premier smartphone du monde voit le jour. C'est lors de la Macworld Expo de San Francisco que Steve Jobs monte sur scène. Et personne ne se doute à ce moment-là de la rupture qui va se produire. L'air sérieux, il annonce: aujourd'hui, Apple va réinventer le téléphone. Regardez, c'est mythique. And we are calling it iPhone. L'iPhone est une révolution dans le monde de la tech, mais vous allez me dire quel est le rapport avec Elisabeth. Elisabeth, elle, assiste au phénomène de près. Mais à l'inverse des spectateurs, ce n'est pas l'iPhone qu'elle regarde, c'est Steve Jobs. Absolument fan du PDG d'Apple, la jeune entrepreneuse va commencer à s'en inspirer sans vergogne. Elle commence à porter des cols roulés noirs en public, comme lui. Elle s'est mise à fond sur sa marque personnelle, en essayant de faire parler d'elle, d'attirer l'attention et de renforcer son charisme, comme lui. Et surtout, elle affirme haut et fort ses ambitions, comme lui. Nous allons créer un monde où tout le monde aura accès à la médecine, où tout le monde aura accès aux tests sanguins. C'est ce qu'elle dit, haut et fort. La machine est lancée. Pour rendre sa technologie viable et faire grossir son entreprise, Elisabeth va alors faire appel à un maximum d'investisseurs, avec la promesse de créer une technologie capable de détecter les pathologies le plus tôt possible pour soigner mieux et moins cher les gens. Elle espère lever un maximum de fonds qui lui permettront de déployer son outil et d'aller conquérir le marché américain puis éventuellement mondial. À force de réseautage au sein de la Silicon Valley et de promesses de plus en plus importantes au public et aux investisseurs, la fortune milliardaire va se constituer une liste d'investisseurs importants et prestigieux. Avant ça, elle crée un conseil d'administration pour son entreprise aux petits oignons. On y retrouve les anciens secrétaires d'État américains George Shultz et Henry Kissinger, ainsi que l'ancien ministre américain de la Défense James Mattis, qui est lui aussi devenu investisseur à hauteur de plus de 80 000 $. Tout le monde croyait au projet. Personne ne se doutait de rien. Même si son conseil d'administration réunit de belles têtes, c'est parmi ses investisseurs qu'on retrouve les personnes les plus renommées. Dans les gens qui ont cru en elle et qui ont payé des millions pour elle, on y retrouve Rupert Murdoch, l'un des entrepreneurs les plus influents du monde, la secrétaire à l'éducation des États-Unis, Betsy DeVos, et même l'ancien président américain, Bill Clinton, a investi dans sa boîte. Betsy DeVos et toute sa famille ont d'ailleurs investi plus de 100 millions de $ dans Theranos, pour un total de plus de 900 millions de la plupart de tous les investisseurs autour des années 2009. Là, tout s'enchaîne. C'est incroyable. Tout se suit, tout se passe comme prévu. Son plan se déroule sans aucune faille. La capitalisation de la start-up atteint les 9 milliards de $. À la même période, Elisabeth casse les records en devenant la plus jeune milliardaire au monde sans avoir hérité d'une fortune. En effet, sa fortune est estimée à ce moment-là à plus de 3 milliards de $. En 2014, le magazine Forbes consacre sa une à cette femme et à l'empire qu'elle a construit. À 30 ans, celle qui a révolutionné le secteur médical en s'inspirant de Marie Curie et des plus grands entrepreneurs fascine tout le monde. Elle est vue comme son idole, comme la nouvelle Steve Jobs, celle qui a retourné son domaine. C'est d'autant plus remarquable qu'elle est une femme dans le milieu très masculin de la Silicon Valley. Avec sa voix grave, son air sérieux et ses grands yeux bleus qui ne clignent jamais, elle captive tout le monde et en met plein les yeux à tous ceux qui la croisent. D'ailleurs, l'ex-président des États-Unis Bill Clinton parle d'elle comme un prodige et une partie de l'élite entrepreneuriale et politique croit en son projet dur comme fer. Le problème étant, c'est que depuis le début de l'aventure, un point central resté dans l'ombre n'a pas été éclairci. Depuis la création de la start-up, Elizabeth Holmes a vendu son projet au public et aux investisseurs comme un outil révolutionnaire permettant d'effectuer des centaines d'analyses sanguines à partir d'une seule goutte de sang. Mais il nous manque quelque chose, la méthode. Oui, zéro van. Vous avez très bien entendu. Elle est en train de retourner toute la Silicon Valley alors qu'elle n'a même pas la méthode de fonctionnement de sa boîte. Quelle méthode l'entreprise va-t-elle utiliser concrètement pour atteindre la promesse qu'elle a faite? Eh bien c'est là que ça pose problème. En réalité, Elisabeth n'avait aucune méthode. Depuis le début, elle doit le succès de son entreprise à une seule chose, les fausses promesses et les mensonges aux investisseurs. Comme vous vous en doutez, sa gloire ne va pas durer longtemps. Car lorsque le petit secret de l'entreprise Theranos fuite dans les médias et est annoncé au public, tout va exploser. La descente aux enfers de Theranos va être forte et rapide. Elle va mener Elisabeth très bas. On arrive donc à la partie de ce documentaire que vous attendez tous, la descente aux enfers. Comment elle a pu bâtir tout ça sur de fausses promesses? Si le public avait été un peu plus attentif, les doutes autour de la fidélité de Theranos auraient dû voir le jour beaucoup plus tôt.
Le 24 mai 2013, Lam Gibbons, un biochimiste de 67 ans qui avait développé la technologie Theranos au sein de la start-up, était attendu devant le tribunal pour défendre son outil contre les premiers plaignants, dont un client insatisfait de la technologie. Mais le 23 mai 2013, Lam Gibbons est retrouvé mort chez lui. Le verdict dira qu'il s'est suicidé quelques heures plus tôt. Comment ça? À l'époque, cet élément n'avait pas attiré l'attention des médias ni du grand public. Il n'avait pas non plus suffi à remettre en doute la crédibilité et la fiabilité de Theranos ainsi que sa technologie. Il faudra attendre 2015 pour que la situation dégénère vraiment. C'est au cours de cette année que les premiers doutes sérieux vont être émis sur la fiabilité supposée de la technologie développée par la boîte. Le système Theranos serait défaillant et ne se montrerait clairement pas à la hauteur de ses objectifs affichés par la start-up. Pire, les tests diagnostiques, supposément la promesse principale de la boîte, pouvoir faire ces tests-là en quelques heures à des milliers de personnes, seraient des faux tests. Ces tests mèneraient à des faux diagnostics. En gros, les gens commencent à réaliser que Elizabeth a vendu du vent. Elle n'a fait que vendre du rêve au grand public et aux investisseurs. Elle s'est enfoncée dans un gros mensonge qui est encore plus sophistiqué que ce que l'on croit. Parce que oui, en temps normal, une chose aussi grosse et aussi catastrophique ne passerait pas. Mais dans le secteur de la santé, c'est encore pire. En octobre 2015, le journaliste John Guerrero est le premier à lancer l'alerte dans un article du Wall Street Journal. Après plusieurs mois d'enquête, il annonce au grand public que les promesses d'Elizabeth n'ont pas été tenues et que sa technologie ne vaut rien. John Carreyrou a énormément d'éléments à sa charge. Tout le monde est sous le choc. À partir de discussions avec des employés anciens et actuels de Theranos, le journaliste découvre que ses employés clés ont été intimidés, manipulés et directement menacés afin qu'ils commettent des fraudes pour que l'entreprise développe son arnaque sans problème. Certains de ses salariés ont d'ailleurs été licenciés dans des conditions telles qu'ils ne pouvaient même pas parler de ce qu'ils avaient fait pour l'entreprise et de ce qu'ils avaient subi. On apprend en même temps que des patients de Theranos ont reçu des diagnostics erronés de VIH et de cancer entre autres. Ce qui explique au passage pourquoi des plaintes avaient été déposées contre l'entreprise quelques années plus tôt. Tous les mensonges d'Elizabeth et des équipes de production sont dévoilés au grand jour. Quand les centaines de tests étaient censés être réalisés par une seule machine, ils étaient en fait réalisés par plusieurs laboratoires missionnés directement par Theranos. En fait, Theranos n'a jamais inventé de méthode, non, ils ont juste sous-traité d'autres laboratoires qu'ils ont sous-payés. Comment ça? Quand l'entreprise disait faire 10 millions de dollars de chiffre d'affaires, elle n'en faisait en réalité que 100 000. Les résultats de tests ont été soigneusement manipulés, avec des informations déformées et faussées dans les documents destinés aux investisseurs et au gros public. Pendant ce temps, les poursuites judiciaires s'accumulaient contre Theranos. C'est même le partenaire actionnaire de Theranos, Walgreens, qui le poursuit en novembre 2016 en l'accusant de rupture de contrat. La marque exige plus de 140 millions de dollars. De poursuite en poursuite, de dénonciation en dénonciation, Theranos commence à crouler sous les accusations et les dettes. Le fait que sa technologie n'ait jamais été vérifiée par les experts indépendants est notamment ce qui est mis en avant. La descente aux enfers commence. Des inspections dans les locaux de l'entreprise révèlent des problèmes majeurs dans la gestion de leur laboratoire. En réalité, Theranos avait monté un système qui consistait à sous-traiter ses analystes à des laboratoires traditionnels tout en se vantant de les réaliser de façon indépendante. La PDG Elizabeth n'avait alors plus qu'à falsifier les documents et à cacher la vérité aux patients et au grand public. La valorisation de l'entreprise chute à une vitesse folle et les investisseurs, trompés, demandent à revoir leurs fonds sur leur champ. Pourtant, Elizabeth Holmes et son avocat tentent de rattraper la situation. Là, il y a une vraie guerre qui se met en place. Les avocats de Elizabeth font surveiller les sources de John Guerreiro par des détectives privés. Ils recherchent les médecins qui avaient dénoncé le manque de fiabilité des tests pour faire revenir sur leurs témoignages. Et Elizabeth en personne tente de bloquer l'enquête du Wall Street Journal en soudoyant les propriétaires. Malheureusement, le mal est déjà fait. Malgré le fait que sa fortune soit estimée à plusieurs milliards de dollars, elle n'arrive à soudoyer personne. Elizabeth doit alors accepter sa défaite et s'apprêter à payer cher. J'imagine que vous rêvez donc de savoir comment s'est terminée cette affaire horrible. En mars 2018, Elizabeth annonce la fermeture de Theranos. Des centaines de salariés sont licenciés et l'image de la jeune entrepreneuse est détruite à tout jamais. Elle obtient un arrangement avec la Commission fédérale des valeurs immobilières et des États-Unis qui lui annule une partie des charges retenues contre elle. Elle paye alors 500 000 $ et est interdite d'occuper des postes de direction pendant 10 ans. Mais c'est loin d'être la fin de l'histoire, car même s'il conclut un arrangement à l'amiable pour annuler certaines poursuites, elle n'est pas sortie d'affaire. Le bureau du procureur américain de la Californie accuse Elizabeth et Balvani, l'ancien directeur des opérations de Theranos, de fraude. Pour s'en sortir, les deux plaident non coupables. Et c'est pas tout. Non, c'est loin d'être fini. Elizabeth va être sans pitié pour essayer de s'en sortir. Elle se présente comme la victime de Balvani, qui l'aurait forcé à avoir des relations sexuelles avec lui, tout en créant des problèmes techniques au sein de l'entreprise. Il l'aurait apparemment contrainte à frauder en exerçant une pression morale et physique contre elle. Il faudra attendre ensuite 4 ans pour que l'histoire prenne réellement fin. L'histoire a pris fin l'année passée. Le lundi 3 janvier 2022, le tribunal la reconnaît coupable d'escroquerie. Elle est condamnée à plus de 11 ans de prison ferme le 18 novembre de la même année et entame sa peine en mai 2023. Cette histoire restera jamais gravée dans l'esprit de la Silicon Valley. Ce lieu mythique qui accueille des startups et des entreprises légendaires comme Apple, Facebook ou encore Google n'avait encore jamais connu un cas de fraude similaire. Pourtant,
Obsédés par les levées de fonds, certaines entreprises en plein développement peuvent être vite tentées de faire passer l'argent avant la satisfaction du client. Terrifiant, n'est-ce pas? Mais pas autant que la troisième et dernière affaire de cette vidéo. Le 15 septembre 2014, ce mec accepte de recevoir 2,5 milliards d'euros pour qu'on rachète son jeu. Son jeu dont le concept est pourtant si simple, casser un bloc, puis un autre, puis encore un autre, pour récupérer leur matériel et poser un bloc d'une autre texture. C'est tout. Et pourtant c'est à la fois si simple et si fascinant dans sa complexité. Car quand je dis c'est tout c'est à la fois ça ou ça. En fait, tout peut être d'une complexité sans nom ou d'une simplicité sans égale. Et pourtant, c'est ce 15 septembre 2014 que ce concept si simple est revendu pour 2,5 milliards d'euros. Alors vous allez me dire, comment on en est arrivé là? Comment ce mec a fait pour passer de ce setup à ce setup en seulement quelques années? Et surtout, comment tout s'est écroulé quelques mois après le rachat de son jeu? Mesdames et messieurs, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube, Noah Grand Format, dans laquelle je vous prépare uniquement des énormes documentaires sur des sujets beaucoup trop angoissants, mystérieux et même parfois un peu flippants. D'ailleurs, les prochains sujets qu'on va traiter sur cette chaîne vont être vraiment sombres. Alors si tu veux être sûr de tomber sur les prochaines vidéos, abonne-toi et active la cloche, c'est hyper important. Sinon, il n'y a aucune chance que tu tombes sur les prochaines vidéos. Bref, tout commence lorsque le petit Marcus Persson voit le jour. Ce mec, on l'appellera plus tard Notch. Mais ça, vous le savez déjà, peut-être. Né le 1er juin 1979, ce Suédois devient très vite une véritable légende dans le monde du jeu vidéo. Imaginez un peu. À seulement 8 ans, il commence déjà à coder son propre jeu d'aventure. Pendant que nous, on s'échangeait des cartes Pokémon et on se courait après dans la cour de récré. Lui, il était déjà en train de créer des univers entiers dans un monde virtuel fait de lignes et de codes. Et après ça, ce petit n'a pas chômé. Il a continué dans cette voie pour finalement bosser dans plusieurs boîtes de jeux vidéo, dont King. Ouais, je sais, le nom de la boîte King ne vous dit peut-être rien, mais c'est ceux qui vont faire plus tard le célèbre Candy Crush Saga. Pourtant, cela ne lui suffit pas. Dans ce genre de boîte, il se sent à l'étroit. Il ne veut pas non plus prendre part aux grandes décisions, bref, il se sent limité. Il veut donc créer son propre truc, le projet, qui lui appartiendra totalement et qu'il pourra diriger comme il l'entend. Alors un beau matin, en se rendant au travail, il décide donc de prendre les choses en main et à suivre sa propre voie. Il quitte la boîte qu'il emploie et dans l'ombre, il s'apprête à révolutionner le monde sans même qu'il le sache à ce moment-là. Mais alors, d'où vient son inspiration? Il la doit au hasard. Le hasard de tomber sur le jeu Infini Miné. On y parle de gros blocs, de mines, de ressources, mais c'est assez rudimentaire. Mais Notch, le nom de développeur qu'il s'est donné, lui, il voit bien plus loin. Il est carrément emballé par l'idée de pouvoir créer et modifier un monde bloc par bloc. Il n'est pas du genre à simplement prendre une idée et la recopier, non, il veut y ajouter sa propre valeur, son propre génie. C'est alors là que dans son tout petit studio, dans sa petite cave, il commence à passer des heures et des heures à coder, expérimenter, parce qu'il sent qu'il tient quelque chose. Il se réveille tous les jours à l'aube pour avancer sur son projet et ne prend des pauses que lorsqu'il n'en peut plus et que lorsque ses yeux piquent trop. Seul au monde, derrière son écran, il rêve d'un monde sans limite, dans un espace dans lequel chacun pourra y mettre sa patte. C'est le début d'une révolution sur Internet. Une révolution qui malheureusement tournera très mal quelques années plus tard. Mais on va y venir. On est le 13 mai 2009 quand Notch décide de partager avec le monde le projet sur lequel il travaille dans l'ombre depuis des mois. Il balance alors une vidéo sur internet et là, tout le monde découvre un jeu qui s'appelle Cave Game, une version ultra rudimentaire de Minecraft à l'époque, mais qui annonce déjà la couleur aux internautes. 4 jours plus tard, il lâche la première version jouable. On parle d'un mode créatif, un truc basique, mais qui fait déjà son petit effet. Les gens commencent à s'intéresser et à télécharger et à jouer. En moins de 2 mois, Notch passe la barre symbolique des 1000 téléchargements. Et honnêtement, c'est pas mal. Ça fait 1000 personnes qui ont acheté son jeu, c'est un bon début. Si son jeu vaut à peine 10 balles à l'époque, ça lui fait déjà 10 000 euros en poche. Incroyable, de quoi s'acheter une petite voiture d'occasion. Non, le mec va aller bien plus loin que ça, vous vous en doutez. En fait là, Notch comprend. Il comprend qu'il est sur un projet qui plaît au public avec un potentiel de développement immense. Il a touché les gens et il sait que c'est juste le début. Le début d'une aventure qui va changer sa vie et celle de millions de personnes. Laissons place à l'ascension virale. Il faut le dire, ce jeu est pas super beau au départ. Pourtant, tous les joueurs s'accordent à dire qu'il y a un charme qu'aucun jeu n'a jusque-là. En fait, Minecraft, c'est pas juste des pixels et des blocs, non. La puissance du jeu réside surtout dans cette incroyable capacité à fédérer une communauté. Et ça, Notch l'a bien compris. Alors il se met à réaliser des mises à jour quasi quotidiennement pour proposer toujours plus de nouvelles fonctionnalités et conquérir un peu plus le cœur des joueurs qui ont déjà rejoint l'aventure.
Et comment réagissent les joueurs face à ça? Ils adorent. Ils partagent leur monde, leur construction et les projets sur lesquels ils travaillent dans le jeu par le biais de forums et même sur YouTube. L'effet boule de neige est total. Le jeu séduit de plus en plus de joueurs qui en parlent de plus en plus autour d'eux. Et sur internet, ce qui ramène de plus en plus de nouveaux joueurs et la boucle est bouclée. La viralité et la reconnaissance du jeu prend une ampleur qui échappe même à Notch. La popularité de son bijou est désormais incontrôlable. Plus il y a de mises à jour, plus les gens sont engagés. Et plus les gens sont engagés, plus ils partagent. Et plus ils partagent, plus le projet gagne en visibilité. Notch vient de créer un phénomène qui dépasse tout ce qu'il aurait pu attendre. Et plus rien ne va se passer comme prévu à partir de ce moment-là. C'est là que lui vient l'idée de créer Mojang. Le développeur passionné voit bien que son bébé est bien en train de devenir un monstre, encore plus gros que dans ses rêves les plus fous. Alors sans attendre, il crée son propre studio. Son nom, Mojang. Retenez-le bien pour la suite car vous allez en entendre parler. Le 18 novembre 2011, le jeu passe en bêta et change de nom. L'appellation mythique est née. Il s'appelle à présent Minecraft. Nous sommes à ce moment-là 3 ans avant le rachat et le début de la chute. Ce nom-là, Minecraft, fera rêver toute une génération. Génération qui, dès ce passage en bêta, va se ruer sur le jeu. Les ventes ne se comptent plus alors en milliers mais en millions. Tout le monde veut tester ce nouveau jeu. À ce stade, Minecraft n'est plus qu'un simple jeu mais devient un véritable phénomène culturel. Les enfants, les adolescents et même les adultes passionnés du jeu s'y mettent. Tout le monde n'a que ce mot à la bouche. Minecraft ouvre à une nouvelle façon de concevoir le jeu vidéo et l'expérience du joueur. Plus qu'un jeu novateur, c'est une révolution. Et il va très vite atteindre son apogée. Ouais, c'est le début des ennuis. Contre toutes les attentes de Notch et des experts du domaine, Minecraft va impacter toutes les couches de sa société, et notamment l'éducation. Les écoles du monde entier intègrent Minecraft dans leur programme. Les profs l'utilisent pour enseigner les maths, la géographie et même l'histoire. L'ouverture dans le champ des possibilités que permet le jeu aux professeurs, un tas de possibilités qu'ils essaient d'exploiter à fond dans leur façon de donner des cours aux élèves désintéressés. Mais les enfants sont loin d'être les seuls concernés. Les artistes aussi s'intéressent au phénomène Minecraft. Des gens créent des œuvres d'art, des villes entières, des films, tout ça dans ce petit monde de blocs totalement virtuel. Encore aujourd'hui, on y retrouve des festivals de musique virtuelle ou encore des reproductions de tableaux célèbres. Les plus curieux d'entre vous pourront d'ailleurs retrouver La Nuit étoilée de Van Gogh en version 3D. Tous les passionnés peuvent laisser parler leurs imaginations et ils ne se gênent pas pour recréer tout ce qui leur passe par la tête. Minecraft est comme un nouveau genre d'art, une façon de créer des œuvres et de s'expérimenter. À un moment donné, dites-vous que la révolution Minecraft est si puissante qu'en plus du monde éducatif et artistique, elle va même toucher un milieu qui était bien loin de toutes ces considérations jusque-là, le milieu professionnel. Certaines entreprises mettent en place des activités team building autour de cet outil. D'autres créent des activités de cohésion pour ressouder les liens entre les membres de leurs équipes. Bref, vous l'avez compris, au moment de son apogée, Minecraft touche toutes les strates de la société. Et pour la toute première fois de l'histoire, un jeu vidéo est un pont entre le monde virtuel et la vie réelle. Quand je vous dis que Minecraft est un phénomène culturel, je n'exagère vraiment pas. Personne ne réalise réellement l'importance que Minecraft a eu dans la société et les changements profonds qu'il a provoqués. Ce jeu a bouleversé presque tous les aspects de notre vie et encore aujourd'hui, il ne cesse de grandir. Mais alors là, on peut se poser une première question qui est à l'origine de sa chute. Pourquoi est-ce que ça a aussi bien marché? Si l'on regarde bien, la raison principale qui a permis Minecraft d'en arriver là, c'est sa communauté. On n'est pas sur un simple groupe de joueurs qui se connectent et qui font leur truc et qui se déconnectent. Non, le rapport des joueurs au jeu va bien plus loin que ça. On parle en fait d'une vraie tribu, d'une large famille qui vit, respire, mange et pense Minecraft. L'engagement est complètement fou. On retrouve des posts de partout, des forums sur YouTube et sur les réseaux sociaux. C'est simple, les gens échangent des astuces, montrent leur création, expriment leurs difficultés et sollicitent l'aide de toute la communauté. À tel point que certains créateurs arrivent à faire carrière grâce à Minecraft. Ils postent des vidéos sur YouTube, Twitch et rassemblent des millions, voire des dizaines de millions de fans. En créant ces communautés autour de leur contenu, ils sont devenus des précurseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs. Encore une fois, il se passe un truc particulier avec les créateurs de Minecraft. Leurs fans ne font pas que lire leurs posts et regardent leurs vidéos. Ils vont bien plus loin que ça. Ils créent à leur tour et renforcent encore plus l'engagement des autres joueurs et passionnés grâce à leur production. Ce qui entraîne encore plus de visibilité et d'engouement autour du phénomène Minecraft. Sans parler des mods et des plugins qui apparaissent à vitesse grand V. Ces petits bouts de programme qui peuvent changer et complexifier certains éléments du jeu sont du pain béni pour la communauté. On peut par exemple avoir des mods qui rendent le jeu plus réaliste, ajoutent de nouveaux monstres, créent des systèmes de magie, etc. Avec Minecraft, tout ce qui gravite autour, les possibilités sont infinies.
Ainsi, la communauté de modeurs Minecraft est très active, avec des mods qui peuvent radicalement changer et enrichir l'expérience du jeu de n'importe quel joueur. Mais Minecraft à son apogée, c'est pas seulement ça, non, c'est une véritable machine à cash. Le concept du jeu et tout ce qui l'entoure vont faire de Minecraft une véritable machine à cash. Ce jeu a pourtant démarré comme un projet solo dans la chambre d'un petit développeur suédois dont tout le monde s'en foutait. Mais il va finir par devenir une véritable mine d'or. Déjà, on s'est posé la première question de se dire comment est-ce que Notch gagnait de l'argent avec son jeu au départ. Le modèle était simple mais redoutablement efficace. Un achat unique pour accéder au jeu infini. Pas de frais cachés, pas d'abonnement, pas de microtransactions. Vous payez une fois, au final. Cependant, le business model du jeu a changé depuis, mais nous en reparlerons plus tard. À l'époque, les gens ont adoré cette simplicité. Ils ont adoré au point de faire entrer 80 millions de dollars dans les caisses en seulement 15 mois. Notch a réussi le pari fou de transformer chaque pixel en un petit carré de billets verts, mais dans le fond, il se fiche pas mal de l'argent. C'est là que va commencer la chute de Minecraft. Au moment où Notch a réalisé que son jeu était une mine d'or, quelque chose s'est produit. Et quelque chose va changer le jeu à tout jamais. Le revers de la médaille, c'est qu'un jeu qui fonctionne aussi bien attire obligatoirement des investisseurs. Et dans le cas de Minecraft, les offres d'achat arrivent assez vite, par dizaines puis par centaines. On est en 2014, Minecraft est déjà un phénomène mondial. Notch, le gars derrière tout ça, commence à sentir le poids de cette énorme machine qu'il a créée. Il a même tweeté qu'il se sentait comme un petit gars coincé dans une grande machine. Pour lui, Minecraft c'est avant tout une affaire de passion, un truc qu'il a créé parce qu'il aimait ça, pas pour remplir son compte en banque. Microsoft, un mastodonte de la tech, pose ses cartes sur la table et fait une offre pour acheter Mojang. Il propose à Notch la somme astronomique de 2 milliards d'euros pour racheter son jeu. Pourtant, le petit créateur du jeu a déjà refusé de nombreuses propositions très intéressantes et continue à dire qu'il ne fait pas ça pour l'argent. La rumeur du rachat se répand et c'est la panique chez les fans. Tout le monde se pose des questions. Est-ce que le jeu va changer? Est-ce qu'il va devenir une exclue Microsoft? Ou est-ce que c'est juste un gros coup de communication pour augmenter l'engouement autour du jeu? D'un côté, une des plus grosses entreprises du monde, prête à tout pour mettre la main sur ce bijou de la pop culture. Et de l'autre, un créateur passionné qui doit décider si le moment est venu de lâcher sa création. Le dilemme n'est pas facile. Et c'est honnêtement, d'après moi, l'un des dilemmes les plus intéressants de ce 21e siècle. Est-ce que ce petit créateur indépendant va lâcher? Vous allez voir, son histoire est bien moins fun. Le 15 septembre 2014, Minecraft annonce officiellement la vente du jeu aux géants américains. Le jeu a été racheté pour une somme monstrueuse, une somme qui fait frémir les fans et le grand public. 2,5 milliards de dollars. Face au potentiel du jeu, Microsoft a payé le prix. Pour eux, ce choix n'est pas anodin. Sur le long terme, il est possible de générer encore plus de cash avec cette précieuse communauté de passionnés. Des microtransactions typiques des jeux vidéo en passant par les goodies et d'autres produits dérivés. Et ça, c'est sans compter le potentiel développement du jeu, qui n'est encore qu'au début de son histoire. Microsoft a compris que ce n'était pas juste un achat, mais un investissement sur le long terme. Un investissement qui pourrait s'avérer extrêmement rentable si la gestion du jeu est bien dirigée. Malheureusement, la communauté de fidèles va mal réagir à cette nouvelle. Autour du rachat de Minecraft, les réactions sont vraiment mitigées. Certains fans crachent sur la firme de Microsoft, qui est vue comme un requin venu uniquement pour se remplir les poches, qui risque d'ailleurs de détruire tout le charme du jeu qui a séduit les fans au départ. D'autres passionnés pensent à l'inverse et se réjouissent du rachat, sous prétexte qu'il permettra de développer encore plus le jeu et l'univers qui l'entoure. Notch intervient alors. La même année, il publie une lettre ouverte dans laquelle il met les points sur les i, et il parle de la pression monstre qu'il ressent à l'époque. Pression monstre qui va alimenter son envie de passer à autre chose. La décision est prise, il préfère quitter le navire et confier son bébé au mastodonte Microsoft. Microsoft ont les ressources humaines et financières pour bien s'occuper du projet. Ils ont l'expertise et l'image, surtout, ils ont une vision à long terme. Mais que va-t-il donc se passer? Et pourquoi ce rachat sera le début d'une chute monumentale jamais connue dans le jeu vidéo? Dès que Microsoft a mis la main sur Minecraft, ses équipes ont directement intégré Minecraft dans leur écosystème. Ils ont développé des versions éducatives du jeu, des produits dérivés, des t-shirts, des jouets, des livres. Bref, l'idée pour eux était de créer un univers entier autour de Minecraft pour fidéliser encore plus les fans. Grâce à cette stratégie, ils ont fait de Minecraft une vache à lait. Pourtant, la situation va leur échapper malgré eux. Et Minecraft, que les femmes avaient aimé, va en prendre un coup. Ils finissent mal.
Suite au rachat de son projet par Microsoft, Notch disparaît des radars. Il prend ses distances avec la communauté Minecraft et se fait de plus en plus discret sur internet. En fait, Notch préfère se tourner vers la création d'autres jeux, notamment avec des projets plus petits et plus accessibles par rapport au mastodonte qu'il avait créé quelques années plus tôt. Mais ce n'est pas tout. Notch est également retrouvé dans diverses controverses au fil des années. En 2017, il se retrouve dans une sauce pas possible après avoir publié des tweets supposément racistes. Certains tweets étaient assez polémiques et ça n'a pas aidé à maintenir sa bonne réputation. La sauce a été telle que Microsoft a décidé de le dissocier complètement de la marque Minecraft pour ne pas abîmer l'image de leur nouvelle vache à lait. Ils ont retiré son nom des crédits du jeu et ils l'ont totalement évincé de l'affaire. Et après tout ça, on se demande alors qu'est-ce qu'il est devenu. Eh bien aujourd'hui, Notch est plutôt discret. Avec les milliards empochés, il n'a plus besoin de travailler. Il profite donc de la vie à son rythme et avance sur ses projets du moment. On entend parler de lui qu'à l'occasion de tweets problématiques, comme en 2020, après des propos transphobes et des propos polémiques autour du domaine de la politique. Avec tout ça, il a définitivement détruit sa réputation auprès du grand public. Heureusement, l'image de Minecraft n'a pas subi de dégâts suite à ça. Microsoft a su réagir rapidement et éteindre le feu lorsqu'il commençait à prendre sur internet. Alors, qu'est-ce que Minecraft et Notch ont laissé derrière eux? Au milieu de tout ce brouhaha, on retient surtout les critiques et les controverses. Minecraft, c'est bien plus qu'un jeu. C'est carrément une révolution dans le monde du gaming. Un lieu d'expression artistique, de création d'amitié, de partage et de magie. Un lieu de souvenirs. On parle quand même d'un simple concept qui a changé la façon dont on voit les jeux vidéo. Avec une communauté hyper engagée 10 ans après la publication du jeu. Certains fans passent encore des heures chaque jour à construire des blocs. Quant à Notch, malgré ses dérapages sur les réseaux sociaux, il reste le mec qui a créé un des jeux les plus influents de tous les temps. Les dernières années, le jeu a su s'adapter, évoluer, se réinventer, que ce soit grâce au travail de Microsoft ou à celui de la communauté, notamment grâce au partenariat avec des grandes marques ou des musées. Microsoft a même poussé le concept avec des trucs comme Minecraft Earth pour mélanger réalité augmentée et jeux vidéo. L'héritage de Minecraft et de Notch, c'est un mélange de génie créatif, de rebondissements et de rencontres. Et même si tout n'est pas rose, même s'il y a eu des hauts et des bas, au final, cette création, à l'échelle de millions de passionnés, restera l'un des jeux les plus marquants de notre époque. Et vous, qu'est-ce qui vous a marqué chez Minecraft? Clique sur ton écran pour continuer à passer la soirée avec moi et continuer à voir quelques histoires autour de jeux vidéo. Car oui, c'est de ça que va traiter notamment cette nouvelle chaîne YouTube. Des histoires qui vous parlent autour de jeux vidéo, d'anecdotes que vous avez peut-être jamais vues auparavant. Alors abonne-toi et active la cloche pour voir toutes les prochaines histoires qui vont être racontées sur cette chaîne. Sur ce, c'était Noah et passe une excellente soirée.